Le protocole de Toronto, 666. Fiction ou réalité, qui peut dire? Quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en province de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. Nous livrons en entier ce document, avec en plus une analyse des nouvelles conditions économiques actuelles qui, en elles-mêmes, semblent plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67. À Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du centenaire de la Confédération. Aux États-Unis, c'est la contestation à la guerre du Vietnam et, à travers le pays, le Flower Power. Nous sommes près des événements de mai 68 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival Woodstock aux États-Unis. Mais en même temps, cette fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la chute des nations. Chute des nations prévue par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, Canada. Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les 666, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire, dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du monde. Ces 666 étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir à l'intérieur de leur réunion une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte sur le XXIe siècle, et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, lequel comprend aussi pour eux les consortiums pharmaceutiques comprenant à leur tour le marché mondial des vitamines et des vaccins. Leur plan se résume à 3 orientations majeures: l'économique, le politique et le social pour les années 70 et 80. S'il réussit, le plan doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du Nouvel Ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 70. Titre du document des 666. Panem et circenses, du pain et des jeux du cirque. But du projet mondialiste, le génocide du vital au profit du rentable occulte. Moyen de financement du projet, entre autres, se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale, afin de financer les multinationales des 666. Le document. Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir, sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer du sexe, des drogues, du sport, des voyages, l'exotisme, et des loisirs en général. Mais tout cela rendu accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne, et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement. Et tout cela, maintenant, et de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias. Radio, télévision, journaux. Les milieux de la mode et de la culture. Les milieux de la nouvelle musique, par lesquels nous influencerons à coup sûr toutes les couches des sociétés occidentales. Ainsi, en tenant sous la coupe des sens la jeunesse, c'est-à-dire les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans en être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des sociétés visées par notre plan. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte
que ces mêmes erreurs avaient conduit leurs pères avant eux aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Voyez par exemple ce que leurs grands-pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné de nos prédécesseurs. Après avoir connu sans limite la libération des mœurs, l'abolition de la morale, en d'autres mots l'errance de l'esprit, ils expérimentèrent la crise économique puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Une norme générale plus qu'importante et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du système communiste, par exemple, par les regrettés hauts officiers de nos loges, est la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire. Mais dans notre vocabulaire, l'exception, c'est ce qui doit être imposé à tous. Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société, comme devant être de nouvelles règles, règles générales applicables à tous, un objectif premier de toutes les futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. Ainsi, l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Les fondements de la société occidentale, dans leur essence, proviennent en droite ligne de l'héritage chrétien. C'est précisément ce même héritage qui fit de la famille le nœud, la pierre angulaire de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle avaient compris l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce noyau vital s'ils voulaient, en Russie, parvenir à mettre en place le nouveau système communiste d'alors. Et c'est précisément ce qu'ils firent en faisant minutieusement produire par les philosophes et les écrivains non conformistes de l'époque un manifeste à la gloire de l'État-Dieu, celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu et sur la famille. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial communautaire, où tous les individus sans exception seront soumis à l'état mondial de l'ordre nouveau. Nous devons en premier lieu faire disparaître la famille, ce qui entraînera du même coup la disparition des enseignements religieux ancestraux, et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes sociales, en particulier les classes moyennes. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qu'ils aient l'apparence de la démocratie. En se servant de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême, avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de la protection de l'enfance protégé par une charte des droits et libertés. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance, dont les fonctionnaires, de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre sans discernement la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge? Cette charte, laborieusement mise au point dans nos loges, nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement, d'une manière générale dans la société, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50,
où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une de toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses, de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales telles les Nations Unies. Comprenons bien ceci, notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement puis la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et à religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Car, sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront être ainsi définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral, et représentés par voie de conséquence naturelle des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théories que nous savons vides et sans efficacité, et surtout soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant ici considéré comme étant un dieu. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient tôt ou tard par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître, sous le couvercle de la modernité et de l'évolution, l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance, tout en diluant en même temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'éducation, celui de la langue et des mathématiques. De cette manière, en enlevant aux jeunes générations toute base et toute frontière morale, toute connaissance du passé, donc toute fierté nationale, donc tout respect d'autrui, tout pouvoir par la connaissance du langage et des sciences, donc sur la réalité, nous contribuerons à fabriquer une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Dans ce nouvel univers morcelé par la peur, les parents et leur abandon de toute responsabilité face à leur enfant, nous aurons la voie libre pour former à notre manière et selon nos objectifs premiers, une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de soi et de la liberté. Mais nous savons, à même l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'ores et déjà condamnée à son autodestruction, car celle-ci est foncièrement individualiste, donc anarchiste par définition. En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de quelque société que ce soit, et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ces vieillards. Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire créer une charte des droits et libertés individuelles et des bureaux de protection du citoyen, en faisant miroiter aux masses que ces innovations font partie intégrante de la modernité, des sociétés nouvelles du XXe siècle. De la même manière, et en même temps,
mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles lois pour le respect et la liberté individuelle, comme dans le cas de la famille, mais sur le plan de la société. Ces lois entreront en conflit avec les droits de la collectivité, menant ainsi les sociétés visées droit à leur autodestruction. Car ici l'inversion est totale. Ce n'est plus la société, le droit de la majorité, qui doit être protégé contre des individus pouvant la menacer, mais bien plutôt le droit de l'individu qui se doit d'être protégé contre les menaces possibles de la majorité. Voilà le but que nous nous sommes fixés. Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a-t-il pas été ainsi de l'Empire romain à son apogée et de toute civilisation semblable à travers l'histoire ? Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et reléguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle. Liberté sexuelle sans conséquence et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé. L'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle. Jadis, centre et pivot de la cellule familiale, la femme moderne, maintenant en tant qu'individu indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminins, en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquences. Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la fausse libération de l'homme de son passé, mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage, qui sera profitable à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leurs instincts et leurs intérêts propres, pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité active et de l'avortement, et pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses, dont nos officiers supérieurs des loges internationales se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial, et au suicide, celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même comme étant une fin chevaleresque. Décevons la jeunesse des nations en lui montrant ses parents comme étant irresponsables, irreligieux, immoraux, ne cherchant en définitive que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénée de leurs instincts au profit du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Poussons-la ainsi à la criminalité sous toutes ses formes et à se réfugier en groupes distincts hors d'atteinte du milieu familial qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le politique et l'économique des nations afin de les soumettre à notre merci, pour en venir à accepter de force nos plans d'un nouvel ordre mondial. Car, il faut bien se l'avouer, les nations, dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir compter sur une jeunesse forte, sur une société où les individus regroupés autour d'un idéal commun, renforcés par des remparts moraux indéfectibles, auraient pu lui apporter son soutien historique, ne pourront qu'abdiquer à notre volonté mondiale. Ainsi pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut tant annoncé par nos créations passées. La
savoir le système communiste qui prophétisait une révolution mondiale mise en branle par tous les rejetés de la Terre, puis le nazisme par lequel nous avions annoncé un nouvel ordre mondial pour 1000 ans. Voilà notre but ultime, le travail récompensé de tous les malheureux morts, au labeur pour son accomplissement depuis des siècles, disons-le haut et fort, tous les frères des loges passées, morts dans l'anonymat pour la réalisation de cet idéal qui nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, nourriture, habillement et gîte, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise de son esprit, en lui créant de pures pièces des conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70 où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles formes de normes dans l'éducation, le droit légal, le social et le politique, nous verrons à répandre autour de lui un climat économique de confiance, du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous, seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale. Nouvelle classe sociale que nous nommerons la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-nations, les nouveaux parents des individus, à travers ce climat de confiance où nos agents internationaux auront fait le nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale, nous encouragerons la centralisation à outrance pour l'État. De cette manière, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer, pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l'État. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l'État, en multipliant sans limite aucune la masse des fonctionnaires intellectuels. Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux-ci seront par conséquent de parfaits exécutants du pouvoir gouvernemental, en d'autres termes, de notre pouvoir. Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui à elle seule formera un gouvernement dans le gouvernement, quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine anonyme pourra nous servir un jour de levier lorsque le moment sera venu pour accélérer l'effondrement économique des États-nations, car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental, cette machine complexe et combien inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir ses doléances personnelles? Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en profiterons aussi pour acheter ou éliminer selon les nécessités du moment tous les dirigeants d'entreprises, les responsables des grands organismes d'État, les centres de recherche scientifique dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux États-nations. Il ne faut absolument pas que l'État devienne une force indépendante en elle-même qui risquerait de nous échapper et de mettre en danger nos plans ancestraux. Nous veillerons aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information. Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables, tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans la population. Elles seront tellement absorbées par leur besoin de faire plus d'argent et de se divertir. Nous devrons nous occuper à finaliser dès maintenant la phase de dérégionalisation des régions rurales amorcée au début de la crise économique de 29. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire à la base de l'alimentation des États, sont une menace pour nous. Et une menace pour nos plans futurs. Entassés dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industries pour survivre.
nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc, éliminons les propriétaires terriens, en faisant d'eux des esclaves obéissants des industries étant sous notre contrôle. Quant aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles que nos agents infiltreront pour mieux les orienter selon nos priorités futures. À travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies, qui sont autant de moyens, pour nous, pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale, ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États-nations et ainsi les affaiblir dans leur autorité et dans leur capacité de manœuvrer. Poussé à ses extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept dans le futur poussera les ethnies des différentes nations à se regrouper pour revendiquer et individuellement chacune leur propre part du pouvoir, ce qui achèvera de ruiner les nations et de les faire éclater dans des guerres interminables. Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance des droits des minorités à leur indépendance, que les nationalistes divisés en différentes factions culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue, que la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines, alors nous pourrons nous servir des Nations Unies pour commencer à imposer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, à ce stade-là, les idéaux humanitaires, sociaux et historiques des États-nations auront depuis longtemps éclaté sous la pression des divisions intérieures. Fin du document des 666, daté de fin juin 1967.